clair. Parfait. Voilà, d'abord je voudrais remercier Jean Guyotat de m'avoir invité à partager ce temps, et c'est la meilleure preuve qu'il cultive le lien de filiation. La psychiatrie a d'abord insisté sur les particularités des malades mentaux, sur leurs caractéristiques. Ensuite, elle a étendu le champ des affections psychiatriques. Avec les classifications présentées, presque tout le monde a un trouble. 25% de la population aurait un trouble mental. Mais finalement, on ne sait pas qui est malade, qui n'est pas malade. Donc je vais essayer de resserrer sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui et pour les années qui viennent concernant la psychiatrie? Je vais centrer sur une priorité qui est le suicide, essentiellement parce que deux affections dont on vous a parlé, les schizophrénies et les dépressions, qui représentent 1/5 des maladies mentales, représentent 80% des décès par suicide. C'est la loi de Wilfredo Pareto, qui tue une fois de plus. 20% des causes font 80% des effets. D'abord, les schizophrénies. C'est une maladie relativement rare, quand même 0,5 à 1% de la population. Elle débute le plus souvent à l'âge adulte, un peu plus tôt chez l'homme, 20 ans, un peu plus tard chez la femme, 24 ans. C'est à cause des schizophrénies, de ces psychoses de long cours, que l'on a fait essentiellement les hôpitaux psychiatriques. Actuellement, il y aurait une diminution de l'incidence dans les pays très développés, post-industriels. En revanche, cette fréquence, augmente dans les pays où l'espérance de parvenir à l'âge adulte croît, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Alors, qu'est-ce que donne la schizophrénie dans la tête de quelqu'un? C'est essentiellement une personne qui est plongée dans une vie imaginaire, qui a des doutes sur l'existence de soi, qui a l'impression que des voix rentrent dans sa tête, que ses actes sont commentés, sont influencés, qu'il n'est pas libre de lui, qu'il ne se possède pas, et il peut s'inquiéter devant un miroir, est-ce que ce morceau de mon visage, ce nez, m'appartient? Et on voit des troubles comme ceci, des patients qui retournent devant le miroir à 20 ans, 30 ans pour demander est-ce qu'ils sont vraiment eux-mêmes. Donc ce vécu coupe de la vie sociale, modifie considérablement la trajectoire de vie par rapport à ce que l'enfant aurait pu espérer, par rapport à ce que les parents auraient pu espérer. Et en effet, ces enfants, devenus schizophrènes à l'âge adulte, ont moins souvent une vie de couple, ont moins souvent d'enfants, ont très rarement un travail. Et ce déficit est d'autant plus net que la maladie a commencé précocement. Le nombre d'amis est très réduit. Les amis, c'est souvent dans un seul sens. Ils aident, mais on n'aide pas les amis quand on est schizophrène. D'ailleurs, personne ne vous demande d'aider. Personne ne pense que vous pouvez aider. Et le rôle d'entraide est confié, comme l'a dit Jean Guyotat, à la famille et aux équipes de soins psychiatriques qui prennent le relais, plus ou moins bien, des familles. Malgré tous les efforts faits, environ 4 personnes atteintes de schizophrénie sur 10 vont tenter de mettre fin à leur jour. Et 1 sur 10 va y parvenir. Ceci surtout en début de maladie, au moment où la maladie attaque l'individu. En revanche, le pronostic à long terme est un petit peu meilleur. Je vous présente ici des résultats d'une étude qui avait été faite à Lausanne et qui montrait pour les évolutions favorables, par exemple, qu'au départ, la maladie attaque l'individu, elle commence par un début aigu ou une forme insidieuse et chronique. On préfère les débuts aigus et tapageurs en psychiatrie, on les soigne mieux. Et cette attaque se fait pendant 5 à 10 ans. Puis vous avez une phase un petit peu où le trouble devient chronique. Ça dure 20 ans, 30 ans. Et on peut constater en fin d'évolution, notamment dans les cas à début aigu, on préfère les formes épisodiques, une amélioration. On a l'impression que la maladie bat en retrait. Donc, maladie importante qui dure une vie, mais où il y a des possibilités de vie. Et c'est le pronostic social qui est très important ici, c'est-à-dire est-ce que la désastration n'a pas été trop importante? Est-ce qu'on a pu préserver quelque chose de la vie sociale? Habituellement, on oppose le mauvais pronostic des schizophrénies, mais ce n'est pas un pronostic, c'est une maladie, à la bonne évolution des
épisodes dépressifs, les antidépresseurs, beaucoup plus rarement les électrochocs, ce qu'on appelle maintenant pudiquement sismothérapie, trompent un petit peu sur la maladie dépressive. En effet, le premier épisode guérit assez bien, le deuxième aussi. Mais quand au bout de 20 ans, quelqu'un a éprouvé 4 à 6 épisodes, il commence à être fatigué. Fatigué pas forcément d'être lui-même, mais fatigué de porter en soi quelque chose qui vous plonge, qui vous met par terre, au fond de quelque chose. Et donc la maladie dépressive conduit aussi, dans certains cas, vers le suicide. J'insisterai sur les conséquences délétères de la dépression au long cours, notamment parce que le sujet est dévalorisé à ses propres yeux, son entourage le craint, mais craint les rechutes. On dit quelquefois qu'être déprimé, c'est une façon gentille d'être méchant, mais c'est vrai que c'est dur de vivre avec quelqu'un de déprimé, qui n'aime pas les loisirs, qui n'aime pas être aidé, qui a le goût de rien. On sait que ce n'est pas du cinéma et pourtant, il faut vivre avec. Et en effet, la dépression est aussi invalidante que des maladies chroniques telles que le diabète, que l'insuffisance coronarienne évoluée. Seules les douleurs de la polyarthrite rhumatoïde sont considérées comme plus invalidantes. Les dépressions représentent une des premières causes d'arrêt médical, d'arrêt de travail. Ces arrêts sont longs, ils sont mal compris par la famille et par le milieu professionnel. Les enfants de déprimés aussi souffrent de ces parents déprimés, tristes, un peu dans l'ombre. Ceci peut être lié à la difficulté de l'enfant de nouer des relations de confiance, des relations saines, des relations sereines avec ses parents. Et chez les adolescents suicidés, on retrouve un peu plus d'antécédents déprimés chez leurs parents. Bien sûr, ce cocktail est un peu explosif quand il y a la dépression, il y a l'alcool, éventuellement des violences. Mais la dépression est très dure à supporter pour les enfants. Le suicide est un événement rare quand on considère la population générale, 60 millions d'habitants. En revanche, quand on s'intéresse aux malades mentaux, et notamment aux malades mentaux à certaines phases de leur évolution, l'occurrence n'est pas si rare que ça. L'estimation du nombre annuel de suicides, de tentatives de suicide en France, est de l'ordre de 160 000. En majorité les femmes, en majorité les jeunes qui tentent de se suicider. Mais en revanche, ce sont les hommes qui réussissent plus les tentatives de suicide. Alors je vais essayer de faire ma mise au point. Vous montrez que les femmes, un simple petit rose, ont une certaine constance dans ce trouble, quel que soit l'âge finalement. Les hommes, on commence à avoir un pic, enfin un cycle bimodal, avec une augmentation chez l'adulte jeune et l'adulte jusqu'à 45 ans, une diminution un petit peu après et puis une reprise vers la personne âgée. J'ai bien mis les chiffres réels, c'est-à-dire le nombre de personnes qui nous quittent chaque année par tranche d'âge en France, pour bien centrer les efforts qu'il y a à faire, et non pas des taux sur 100 000 habitants. Et finalement, ce sont 8 000 hommes, 3 000 femmes qui vont décéder par suicide chaque année, ce qui fait 11 000 au total. La comparaison entre d'autres pays est intéressante. Par exemple, le Canada, comparé à la France, et là c'est le pourcentage de suicides par tranche d'âge, montre que le Canada a encore un excès de suicide plus important que la France pour les tranches de 15-24 ans jusqu'à 45 ans. Et paradoxe un peu canadien et non pas français pour une fois, un taux de suicide très bas chez les personnes âgées au Canada. Pourquoi ? Il est possible que le grand nombre d'enfants, notamment au Québec, et de petits-enfants, soient les sources du bonheur des personnes âgées actuelles au Québec. Et on sait que ce bonheur va disparaître, puisque le nombre d'enfants a diminué par un facteur supérieur à 5. On aurait ainsi envie de vivre d'abord en France et ensuite, vers 45 ans, d'aller au Canada. Il faudrait en partir avec sa famille, en somme. Il faut que je surveille mon temps aussi. Vous me guidez, comme vous avez su faire jusqu'à présent. Que chaque suicide jette ou plonge en moyenne 5 personnes en moyenne dans un deuil.
un deuil encore plus douloureux qu'un accident de la circulation. Et on sait que c'est douloureux de perdre un jeune par un accident de vélomoteur ou de motocyclette. Fait que le suicide est un problème de santé publique. Il représente la troisième cause d'années de vie perdues. C'est 10% de l'ensemble des années de vie perdues. Récemment, on disait, globalement dans le monde, il y a plus de suicides que de décès dans les conflits, dans les guerres. C'est rarement dit. Il y a plus de suicides que de conflits dans les guerres. Bien sûr, ce n'est pas dans les mêmes pays. D'ailleurs, on constate souvent une diminution du suicide dans des conflits armés. Mais est-ce qu'être téméraire au combat, ce n'est pas être suicidaire? On peut parler de cas un peu exemplaires dans la discussion. Les deux premières causes, c'est les maladies cardiovasculaires et bien sûr les cancers. Toutes les maladies mentales ont pour conséquence un excès de suicide, sauf la démence et le retard mental. Pour la dépression, c'est 20 fois plus que la population générale. Les déprimés se suicident 20 fois plus. En cas de troubles bipolaires, assimilés à psychose maniaco-dépressive, c'est 15 fois plus. Notamment en cas d'arrêt du lithium, qui est un traitement thymorégulateur. Et les patients schizophrènes, surtout au début, c'est 8 fois plus. Donc on se rend compte de l'excès de suicide pour ces pathologies. Alors j'aimerais bien demander à Jean Guyotat, quel a été l'impact de l'augmentation du dispositif sanitaire français? À votre époque, il y avait moins de 2000 psychiatres. Maintenant, il y en a 13 000. Avant, il y avait peu de psychotropes. Maintenant, il y en a beaucoup. Eh bien, le taux de suicide n'a pas changé. Il n'a pas changé. Pourquoi? On va essayer de regarder quelques pistes. Ça ne préjuge pas le rôle que joue chaque médecin, infirmier dans ce domaine-là, pour diminuer la souffrance. Mais manifestement, il semble avoir un échec. Est-ce que l'on parle trop facilement de souffrance psychique? Vous savez que c'est la mode de souffrir, qui ne souffre pas. Notamment les gens qui ne savent même pas qu'ils souffrent. C'est une double souffrance. Oui, parce qu'ils ne se rendent pas compte. Quelle irresponsabilité de ne pas souffrir. Bon. Et on risque de faire l'amalgame entre les souffrances qui vont vraiment conduire aux limites de ce qu'un individu peut endurer, à une souffrance qui fait partie des gains et des pertes de la vie quotidienne. Je ne parle pas des grands traumatismes liés à des événements exceptionnels, comme des conflits armés ou des catastrophes. Il faut souligner que le suicide est rarement une expression de la liberté. Déprimé, vous n'avez pas le choix. C'est la meilleure façon pour soulager votre souffrance. Et donc il faut considérer que le suicide est plus un moyen pour moins souffrir qu'un but en soi. C'est très important. Comment comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui va mettre fin à ses jours? Rarement, s'il le fait, c'est qu'on n'a pas compris, c'est qu'on n'a pas saisi. Et c'est un reproche douloureux pour ceux qui étaient autour. Des méthodes d'exploration existent. Ça s'appelle l'autopsie psychologique. C'est pas très joli, c'est impressionnant comme nom, mais c'est, avec ce qui reste, essayer de comprendre la trajectoire, les moments où quelque chose s'est passé, quelque chose aurait pu être fait. L'investigation n'a que pour but de prévenir, de modéliser, de comprendre qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que ça ne se passe pas. Il faut signaler le courage des équipes de recherche qui, avec des méthodes adaptées et très respectueuses des familles, essayent de rencontrer les tréfonds de la souffrance et de la tristesse de certaines vies. Qu'est-ce qu'il en sort de ces recherches et d'autres? Trop souvent, les dépressions ne sont pas diagnostiquées. On ne s'en rend pas compte. Le sujet souffre. On croit qu'il est pénible, simplement. C'est une véritable dysthymie, c'est une véritable dépression. La cohorte Gazelle, c'est-à-dire une étude conduite par l'INSERM auprès du personnel d'EDF-GDF, 20 000 personnes suivies pendant 11 ans, montre qu'un déprimé sur 10 est diagnostiqué et reçoit un traitement correct. Et on sait que le risque de suicide est doublé quand un dépressif n'est pas traité. Mais quand vous avez 90% des dépressifs qui ne sont pas traités, cela fait beaucoup de suicides. Ceci est corroboré par les études sur les suicidés. Environ 10% a dans le sang, dans les taux sanguins, un taux d'antidépresseurs correspondant au taux thérapeutique.
D'où l'importance de bien traiter la dépression, d'avoir des recommandations. Et l'ANAS, par exemple, qui est une agence, fait des recommandations pour traiter des maladies, notamment la dépression. Avoir des recommandations est important, les appliquer est encore plus important, et réussir est encore mieux. A-t-on des signes positifs? Oui, la Hongrie, qui avait le taux européen le plus élevé, a fait un effort pour le traitement de la dépression. Le nombre de cas déclarés augmente, le nombre de suicides, le nombre de cas déclarés de dépression augmente, le nombre de suicides diminue. Vous voyez cette croisée. Une étude faite à Gotland, une petite île de la Suède, les médecins généralistes ont pu diminuer le taux de suicide chez les femmes. Chez les femmes seulement. Pourquoi? Parce que les hommes, et on a vu le problème, n'ont pas tellement de possibilités pour se soigner. D'où le grand défi actuel, peut-être de la psychiatrie, des médecins généralistes, c'est comment soigner les hommes. Ils n'ont pas bien le goût de se confier. Et quand vous avez dépression, alcool, impulsivité, cela fait un cocktail détonnant. D'autant plus si le sujet choisit l'arme de chasse qui est chargée ou le pistolet, l'arme de poing qui est dans la table de nuit. C'est pour ça que améliorer les soins est important, c'est évident. Cela coûte cher de soigner, mais ça coûte 7 fois moins cher à la société de soigner que de subir les conséquences et coûts indirects de la dépression. Mais comment protéger cet homme déprimé, pas soigné, un peu impulsif et qui a une arme? En tant que psychiatre, et même Jean Guetta pensait que si un homme, on lui enlève un moyen de suicider, il va faire autre chose. Eh bien, il semble que ça ne soit pas totalement exact. Si l'on compare dans plusieurs pays, je vais essayer d'agrandir, on fait toujours le contraire de ce que l'on veut. On compare plusieurs pays et le pourcentage de foyers qui ont une arme chez eux, ça va de l'Angleterre, 4%, aux États-Unis, 45%, et certains États du Canada, plus. Avec le taux pour 100 000 habitants de personnes qui meurent avec une arme à feu. En France, c'est 8 fois sur 10 un suicide, 1 fois et demie un homicide, plus rarement un accident. On se rend compte qu'on a une droite très belle. J'ai rarement vu de droite aussi belle. Entre, et c'est vrai, le nombre de foyers possédant une arme et le décès par arme à feu. Et il semble que le transfert d'une arme vers une autre moyen de suicide soit très faible. Pourquoi? Parce que l'arme à feu donne peu de réflexion si l'arme est chargée. Quelques secondes suffisent. Même si votre projet suicidaire dure 20 secondes, en 3 secondes, vous pouvez le rendre définitif. Le risque relatif de mourir par suicide en ayant une arme chez soi, comparé à ne pas avoir une arme, est de 5. Si elle est continuellement chargée, le risque relatif est de 9. Si elle est correctement entreposée, le risque relatif est inférieur à 3. En tant que psychiatre, ce n'est pas de la belle psychiatrie. Mais si c'est efficace, pourquoi le refuser? Et en France, on pourrait abaisser le chiffre annuel des 3000 suicides par arme à feu, en favorisant bien sûr le stockage, l'entreposage sécuritaire, et en ayant les moyens de vérifier que les armes sont correctement entreposées. Sans aucune provocation, on peut dire qu'une arme est plus identifiable que n'importe quelle bactérie, est mortelle dans plus de 90% des cas. L'arme à feu, pas la bactérie. Et on sait comment sécuriser l'entreposage des armes. De telles données montrent bien que la santé mentale doit être intégrée à la société. Ce n'est plus un combat de spécialistes avec quelques malades, c'est un dispositif global de conception des trajectoires des souffrances dans la société. Et je me permets maintenant de demander à mes patients qui ont des idées de suicide, même d'intensité réduite, s'ils ont quelque chose chez eux qui pourrait leur faire du mal. Les patients comprennent la question,
leurs réponses m'effrayent souvent. Pour terminer sur une tonalité plus optimiste, je citerai des travaux de recherche sur les facteurs de résistance aux événements négatifs. L'immense majorité des personnes ne se tuent pas. Ce concept s'appelle la résilience. C'est ce que nous avons en nous, comme un peu les matériaux, pour résister au choc de la vie. La résilience est faite de quoi? Et vous allez vous y reconnaître. D'un bon tempérament, d'une capacité de faire face aux événements, la capacité de se confier à quelqu'un. Et les hommes ont peu d'amis de cœur. Vous savez, ici on dit, est-ce que tu as un ami de cœur? Une amie de cœur? Tu peux lui dire tout? Oui, tout. Vraiment tout? Oui, je lui dis tout. Ce facteur-là est important. C'est bien sûr dans une ambiance familiale chaleureuse, confiante, que de telles relations peuvent se nouer. Ça fait partie de la santé mentale positive qui doit être renforcée dans les familles à risque. L'objectif est que ces parents n'inscrivent pas leurs propres enfants dans une répétition traumatique de leur propre histoire. Stratégie possible de prévention du suicide, peut-être plus profonde que la réduction des armes à feu, peut-être moins efficace, en tout cas complémentaire. C'est sur cette note de confiance que je voulais terminer, après avoir évoqué avec Jean Guyotat tant de formes de la souffrance humaine. Nous allons passer à 20 minutes de questions. Nous ne pourrons pas dépasser ce temps car nous devons rendre l'amphithéâtre parce qu'il y a un cours juste après. Donc voilà, on attend vos questions. Bon, on a croisé. J'aimerais bien que vous mettiez la lumière. Ah voilà. Alors, là. Si. Il y a quelqu'un là? Ok. Je voudrais vous poser une question en particulier sur la schizophrénie. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu, quelque temps, un petit peu de discussion sur les recherches qui sont éventuellement faites dans cette maladie? On a un micro? Oui. Alors, les recherches sur la schizophrénie ont toujours été nombreuses. Parce que cette maladie est essentiellement énigmatique, aussi bien dans ses manifestations cliniques que dans l'étiologie, ses causes. Le modèle actuellement développé, c'est un modèle neurodéveloppemental, c'est-à-dire que des petites atteintes cérébrales entraînent des dysfonctionnements, et là on met beaucoup de choses. Alors, on ne peut pas expliquer, mais par exemple, on a remarqué que les femmes qui étaient enceintes, et au 5e mois de leur grossesse, qui étaient dans les zones d'épidémie de grippe, para-influenza A2, c'était en 1957, ces femmes-là ont eu 2 fois plus d'enfants qui sont devenus schizophrènes à l'âge adulte. C'est seulement 2 fois plus. Bien sûr que ça n'explique pas toutes les schizophrénies, mais il est possible que le virus, l'hyperthermie maternelle, entraîne de micro-lésions dans le cerveau, ce qui fait que la décompensation puisse survenir à l'âge adulte seulement. Cette petite donnée, c'est pas grand-chose, est en cohérence avec ce qu'on avait constaté, un petit excès de naissance hivernale des patients schizophrènes. C'est pas beaucoup. C'est plus 5% de patients schizophrènes qui naissent en février, mars. Alors que ceux dont l'anniversaire est bientôt se rassurent. Vous avez pour la plupart dépassé ceci. Mais vous voyez, on est par petites touches. Ce qui est intéressant, c'est qu'enfin, on a un modèle qui tient la route pendant plusieurs années. Et on a tout vu, M. Guyotat pourra vous le dire, il a tout vu, toutes les étiologies. On a vu l'aluminium, on a dialysé des schizophrènes. Chaque fois que la médecine, d'ailleurs, a trouvé une nouvelle technique, elle a exploré avec les schizophrènes. Ou presque. Bon, si c'est un exemple de travail, ça mériterait presque une conférence à soi seul. Je crois qu'on peut peut-être, je m'excuse, on peut peut-être ajouter aussi dans la théorie neurodéveloppementale, vous avez surtout décrit les aspects
biologiques, puisqu'il s'agit de grippe en l'occurrence. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des problèmes de carence précoce, affective, et qui peuvent jouer un rôle. Mais il semble que ça ne soit pas suffisant pour déterminer une schizophrénie. À vrai dire, on cherche un peu dans tous les sens actuellement, aussi bien du côté biologique que du côté du développement affectif. Oui. S'il vous plaît, est-il exact que dans le décryptage de chromosome 22, on a trouvé des dysfonctionnements dans le domaine de la santé mentale et dans le domaine cardiaque? Et où faut-il s'adresser pour suivre cette affaire-là, s'il vous plaît? Donc, moi, je n'ai pas de réponse précise. Tout le patrimoine génétique est exploré dans le sens des maladies mentales. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a une agrégation familiale de la dépression, c'est certain, mais c'est-à-dire qu'il y a plus de cas dans les familles de dépressifs. C'est évident, on le connaît depuis longtemps. En revanche, la transmission génétique ne peut pas expliquer l'explosion, je dis bien l'explosion, l'épidémie de dépression pour les générations nées après 1950. Cette transmission va beaucoup plus vite que toutes les possibilités de reproduction humaine. Donc il y a des facteurs sociaux qui interviennent. Je n'ai pas d'adresse à vous donner par rapport au chromosome 22. Je peux, après la conférence, prendre vos coordonnées et rechercher. Mais cette quête a souvent été décevante concernant la transmission génétique de la dépression, voire de la schizophrénie. Elle existe, elle est probable, elle est probablement multifactorielle, mais elle n'explique pas tout. On peut peut-être, pardon. Non, je voudrais simplement ajouter à propos de la dépression qu'il y a quand même, on n'a pas eu le temps tellement d'en parler, il y a dans la dépression une forme qui est très particulière, c'est celle qu'on appelle le trouble bipolaire, qu'on appelait autrefois la psychose maniaco-dépressive, c'est-à-dire une alternance d'accès dépressif et d'accès maniamsque, c'est-à-dire d'excitation avec euphorie, etc. C'est très particulier. Il semble bien là qu'il y ait des éléments génétiques qui jouent un rôle important, mais je ne pense pas que jusqu'à présent on les ait localisés sur un gène précis. Mais c'est vrai qu'il y a sûrement des éléments génétiques pour compléter votre... Bonsoir. Est-ce qu'on peut parler d'hérédité dans la dépression et dans le suicide? Est-ce qu'il y a des fragilités dans les familles, s'il vous plaît? Allez-y. Oui, mais bien sûr, il y a une certaine transmissibilité. Mais le phénomène du suicide est tellement quelque chose qui peut être dans la tête, contagieux, que on pourrait être contre de telles informations et de telles idées. Parce que même si c'était faux, ça pourrait marcher. C'est-à-dire que si on pense que parce que un grand-père, un oncle s'est suicidé, on est à risque supplémentaire, ça peut vous peser dans la vie. Donc je pense qu'il faut être relativement prudent, et ce qui est étonnant, c'est toutes les questions sur la génétique. Alors qu'avec mes patients, on s'intéresse peu à la génétique, on s'intéresse à les traiter, on donne quelquefois, ou on invite à consulter pour des problèmes génétiques, notamment pour le X fragile, parce que quand vous avez 2 cas de psychose dans des familles qui sont un peu proches, on peut penser aux petits-enfants ou à la descendance des petits-enfants, mais le conseil génétique se manie avec vraiment une très très grande prudence, et seuls quelques centres en France sont quasiment autorisés intellectuellement et scientifiquement à le faire. Ça ne peut pas être manipulé comme ça. Oui, là-haut. Est-ce que il ne faudrait pas revoir l'accueil des jeunes qui font des tentatives de suicide, l'accueil dans les hôpitaux, qui parfois laisse à désirer et qui les culpabilise plus qu'ils ne les aident? Bon, actuellement, avec l'ANAS, il y a une évaluation des pratiques professionnelles pour l'accueil des jeunes. C'était dans les 9 régions qui ont un programme régional de prévention du suicide. Cet accueil montre, cette évaluation des pratiques professionnelles montre que souvent, un jeune sur 2 peut être hospitalisé. Notamment lorsqu'il y a beaucoup de personnes âgées, qu'il y a beaucoup de grippe, on n'a plus de place pour lui.
Là, vous parlez un petit peu de la culpabilisation et de la qualité de l'accueil à l'hôpital. On a tous été pratiquants de l'hôpital, même nous-mêmes, et on est souvent pas mieux traités. Donc les progrès d'accueil des jeunes à l'hôpital sont considérables. Considérables, et je crois qu'il y a un travail à faire en France sur considérer ce qui est utile. Je pense aux expériences d'Amérique du Nord où il y a beaucoup moins de lits hospitaliers. L'accueil peut être fait différemment, c'est-à-dire qu'il est plus personnalisé, et en 2-3 heures, une seule personne va s'occuper d'un jeune pour nouer une relation de confiance avec lui et s'occuper de ce qui est important. Ça évite notamment de saucissonner la prise en charge ou un examen somatique, un examen psychologique, un processus de sortie, pas forcément les adresses ou le portage de la demande avec l'école, le milieu professionnel, l'institution qui est fait, parce que nous avons encore une approche un peu cloisonnée des processus de soins en France. L'idée que j'ai essayé de faire passer, c'est la notion de trajectoire, et que cette personne soit éventuellement reçue par une seule personne, qui a mission qu'elle se prenne en charge dans l'hôpital et après l'hôpital. C'est la notion de référent pour ce problème-là, même lorsque la personne va sortir de l'hôpital. Donc le potentiel d'amélioration, comme on dit, est très élevé. Je peux rajouter aussi, c'est que si on prend en charge donc quelqu'un qui vient de faire une tentative de suicide à l'hôpital et qu'on lui dit bon bah écoutez il faut vous soigner, allez donc voir telle personne à telle consultation ou privée ou publique, là dans 90% des cas il n'y va pas. Alors on a mis en place, je crois dans certains centres, en tout cas à Lyon, des équipes qui viennent de l'extra-hospitalier et qui viennent directement à l'hôpital pour donc entrer en contact avec un patient qui vient de faire une tentative de suicide et qui vont continuer à les suivre par la suite. À ce moment-là, la prise en charge se fait beaucoup mieux que si on ne fait que donner une adresse. C'est très important. C'est extrêmement pratique et nous avons des expériences qui sont tout à fait positives dans ce sens. Tout simplement parce qu'on a pris une procédure différente de prise en charge. Monsieur. Neuroleptiques sont antidopaminergiques et antisérotoninergiques. Est-ce qu'il ne faudrait pas donner, en tout cas pour ces neuroleptiques, en même temps des antidépresseurs qui, comme on le sait, au moins certains, empêchent la recapture de la sérotonine? Oui, on peut associer des antidépresseurs aux neuroleptiques pour des raisons biochimiques que vous venez de signaler, mais aussi par le fait que les traitements neuroleptiques, chez les schizophrènes notamment, peuvent entraîner, peut-être du fait de l'amélioration momentanée, peut entraîner des épisodes dépressifs. Ça a été d'ailleurs constaté dès le début, sans qu'on sache à l'époque si c'était en rapport avec des troubles de la dopamine ou de la sérotonine, mais on savait que sur le plan clinique, ces patients aux neuroleptiques traversaient des phases dépressives et qu'il fallait donc envisager un traitement antidépresseur pour compenser ces phases dépressives. Parce qu'il semble bien que la dépression chez les schizophrènes soit en rapport avec une certaine prise de conscience du trouble dont ils sont atteints. Oui, bonjour messieurs. Excusez-moi, c'est madame. Oui, bonsoir. Dans l'ordre. Je voudrais savoir quelle attitude on doit adopter quand on a autour de soi quelqu'un qui est dépressif, qui prend des médicaments et qui a entre autres un livre qui très dangereux, Le suicide mode d'emploi. Bon, c'est un livre qui a été interdit, mais la personne là, donc qu'est-il possible de faire? Oui, c'est en effet c'est un livre très dangereux. C'est un livre très dangereux. Je pense que s'il est possible de l'éliminer, c'est beaucoup plus sage parce que, je crois que vous avez bien indiqué qu'il y a des passages à l'acte qui sont en rapport avec une facilité, des conditions qui facilitent le suicide. Vous l'avez montré pour les armes à feu, mais là il s'agit d'une arme à feu à domicile et que c'est criminel. Comment?
Oui. On n'a pas bien. Je peux une dernière question. Bon, moi, j'ai vraiment pas de bol. J'ai vécu 29 mois et demi avec une maniaco-dépressive. Alors, je peux vous dire une chose. J'ai remarqué un truc, c'est que elle n'avait pas le courage de vivre. Elle disait, moi, je veux pas faire d'efforts, j'ai les médicaments et j'ai mes psys. Bon, alors, mais j'ai aussi remarqué que il y a un rôle qui est vachement important, c'est le rôle du psychologue qui est, à mon avis, beaucoup plus important pour redonner la confiance aux malades que le rôle du psychiatre qui est là avec les piqûres. À propos, il y a, pour remplacer le lithium, il y a la piqûre de clopixol associée au cachet matin et soir de Tegretol. Puis en plus, en cas de crise, il y a du, comment ça s'appelle? C'est du, attendez, Akinéton. J'ai vécu ça. Mais je pense que le traitement par le lithium ou par la dépamide a été le premier traitement véritable de la psychose maniaco-dépressive, c'est-à-dire que avec une diminution sensible et quelquefois une disparition complète des accès. Mais ça n'empêche pas, comme vous le dites, qu'il faut envisager un travail psychothérapique complémentaire du traitement par le médicamenteux. Et je pense que c'est ça à quoi vous voulez faire allusion quand vous parlez d'un psychologue qui aide en même temps. Oui. Mais c'est tout le problème qui est un problème quand même qui reste assez difficile. J'ai essayé très rapidement de montrer de l'association entre une approche psychothérapique et une approche pharmacologique. Et il faut trouver un moyen pour que ces deux approches soient combinées. Je pense que ça va dans le sens de ce que vous voulez dire. Oui, une Monsieur, dernière question. Une dernière question à droite. Monsieur, vous avez présenté 2 transparents énumérant les symptômes de la dépression. Alors vous en citez 9, et si j'ai bien lu au point 10, vous précisez que ces symptômes sont 1,5 à 3 fois plus importants chez les parents biologiques que dans la population générale. Qu'entendez-vous par là? J'entends par là que chez la personne en question, enfin, que conteste de cette façon-là, on retrouve chez les parents, un peu plus de cas de dépression que dans la population générale. C'est ça que ça veut dire. Autrement dit, si vous voulez, dans le diagnostic de cet accès dépressif majeur, on tient compte de cette vulnérabilité familiale. C'est ça que ça veut dire. Comment? Non, absolument pas. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça protège. Ça protège, au contraire. C'est bien, mais ça protège. Voilà, je vous remercie. Ce que je vous demanderai, si vous souhaitez poser des questions à nos 2 éminents professeurs venus de Lyon pour vous les retrouverez dans le déambulatoire, parce que nous devons laisser l'amphithéâtre pour un cours tout de suite. Je vous remercie. Bon.